Merci beaucoup, bonsoir tout le monde, et puis je remercie toute l'équipe évidemment de l'association ici qui me reçoit ce soir. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous. Et en effet, je suis quelqu'un qui provient donc des métiers du design graphique et puis de la typographie en particulier. Et comme vient de le dire Bernard, j'ai un peu mis entre parenthèses une activité commerciale de graphiste indépendant. Pour effectivement reprendre les études, 40 balais passés, bientôt 45 d'ailleurs, donc ça me fait un petit peu bizarre de repasser de l'autre côté de la caméra puisque je suis également enseignant, mais ce travail-là de recherche sur les inscriptions des immatriculations de bateaux dans le Finistère et puis plus largement dans la Cornouaille, je me suis dit que pour le traiter sérieusement et puis m'y mettre un peu à temps plein, il fallait vraiment lui accorder un cadre universitaire, du temps, de l'espace, un peu de financement peut-être, pour le mener à bien. Donc j'ai officiellement repris une carte d'étudiant depuis le mois d'octobre dernier, et si tout va bien, touchons du bois, touchons du bois, dans 3 ou 4 ans, je devrais être en mesure de soutenir cette fameuse thèse universitaire, qui est donc conduite en épigraphie. L'épigraphie, c'est une branche de la paléographie qui donc s'intéresse aux inscriptions gravées. Alors la plupart du temps, les épigraphes ou les paléographes s'intéressent plutôt aux inscriptions sur pierre ou sur métal, la monnaie, les frontons, les stèles, etc., etc. Et assez peu sur bois. Il y a une bonne raison à ça, c'est que le bois est un matériau putrescible et que donc les artefacts, les objets gravés qui nous proviennent et qui parviennent jusqu'à nous sont très très rares, même incroyablement rares. Donc le travail est un peu particulier puisque je ne travaille pas d'après des bateaux qui sont encore, je dirais, sur pied, mais d'après des photographies. Et quasiment exclusivement d'après des photographies d'époque. Donc les plus anciennes remontent au milieu du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, pardon, 1850, 1856 pour les premières images de la Bretagne. Et puis mon sujet s'arrête à peu près à la Première Guerre mondiale ou juste après la Première Guerre mondiale. J'ai déjà mené quelques conférences, quelques rencontres sur ce sujet-là. Je connais mieux évidemment le quartier maritime de Douarnenez et j'ai beaucoup enquêté et récolté de témoignages et de documents iconographiques sur ces ports-là, donc Douarnenez, Tréboul. Et maintenant je suis donc heureux de me saisir de l'occasion de me délocaliser un tout petit peu pour aborder une côte que je connais moins, et puis du coup des pratiques de marins graveurs, puisqu'on va les appeler les marins graveurs ou marins peintres, que je connais moins, et donc qui sont ceux de la pointe sud, pays Bigoudin, milieu de la baie d'Audierne, et puis jusqu'à Bénodet, on va voir ça dans le détail. Alors, je pense que parmi vous, évidemment, tout le monde a entendu parler de ces immatriculations parce qu'elles font partie du paysage, à tel point même qu'elles font tellement partie du paysage qu'on oublie parfois de les interroger. Et c'est un peu moi ce qui m'est arrivé. J'ai mis du temps, finalement, avec un œil de graphiste et de typographe, à revenir chez moi et à ouvrir les yeux sur cette pratique-là en me disant mais il y a quelque chose à creuser derrière ça. Il y a tellement de qualité derrière ces formes, il y a tellement d'inventivité, il y a tellement de solutions qu'il y a nécessairement une petite histoire, en tout cas qui se cache dans une plus grande histoire, qui est celle peut-être des arts et traditions populaires des marins. Alors, j'en prends en quelques images les personnes qui en ont parlé depuis la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Parce que finalement, on a très peu de sources là-dessus et il n'y a aucune littérature constituée. Je ne peux pas me reposer sur des livres qui auraient déjà travaillé le sujet, il n'y en a pas. La première personne à avoir publié un article au sujet de ces chiffres, de ces lettres, c'est une Anglaise qui s'appelle Barbara Jones. On est dans le milieu des années 60, et comme beaucoup d'Anglais, il y a même une tradition du 19e siècle jusqu'au 20e siècle, jusqu'à aujourd'hui encore, d'artistes, de typographes, de designers anglais, tout simplement qui viennent, pas en pèlerinage, mais en tout cas interroger et visualiser les côtes bretonnes, les pratiques. Alors bien souvent c'était les mœurs et puis le folklore, mais cette personne-là, avec un point de vue de graphiste, et dans une revue qui était dédiée à la typographie dans les années 60, a fait pour la première fois, et donc on le doit à des personnes britanniques et non pas à des Français, une première collecte photographique d'images, donc on voit Guilvinec, on devine Audierne, etc. Et on est dans les années 60. C'est simplement un petit témoignage photographique, vous voyez que l'article n'est pas du tout documenté, il y a quelques lignes de texte seulement, que j'ai traduit l'essentiel ici. Cette femme parle déjà d'une décoration ou d'une superstition. C'est intéressant parce que c'est la première fois
qu'on combine ces deux approches finalement, l'approche décorative et l'approche superstitieuse. C'est aussi pour la première fois en anglais qu'on voit apparaître ces deux termes-là accolés, fishing figures, qui veulent dire chiffres pêchants, littéralement, et qu'on va retrouver ensuite plus tard, 10 ans plus tard, dans les premiers livres d'ethnologie, d'ethnographie maritime. Les fameux chiffres pêchants. Et puis elle se permet ici un petit commentaire qui n'est pas inintéressant, en interrogeant donc les formes, elle pointe le diamant du 4, c'est-à-dire la partie ajourée ici, et puis l'incursion un peu soudaine et un peu inexpliquée de la lettre A en gothique dans le port d'Odien. Et donc elle se demande si on est face effectivement à une sorte de baroque dégénéré, et elle termine cette espèce de carte postale, puisqu'il ne s'agit pas d'un article de fond, mais plutôt d'une espèce de carte postale en image, en disant ce sont de magnifiques numéros. Et on a là la parole d'une experte de la typographie. Donc là on est en 65. Il faut attendre pratiquement 10 ans pour que le pionnier de l'ethnographie maritime, François Baudouin, dans son livre Les bateaux de Côte de France, aborde également, pour la première fois, en français cette fois, cette pratique-là, et qui lui ancre tout de suite du côté de la superstition, immédiatement, en désignant finalement tout ce qu'on en sait encore aujourd'hui, c'est-à-dire que les chiffres droits, c'est-à-dire le 1, le 7 et le 4, qui ont un fût vertical et qui pourraient plonger dans l'océan, sont considérés comme étant non péchants et agressant les flots. Donc les marins auraient, selon lui à l'époque, triché avec la forme de ces fûts, ici, en leur donnant une forme bifide, bifurquée, pour épouser les flots et ne pas heurter un peu le génie de la mer. Je reprends un peu ces termes. Et puis bien évidemment, pas besoin d'aller chercher très loin pour y trouver des formes marines assez évidentes, queue de poisson pour les uns, queue de sirène ou hameçon, peu importe, on est dans un vocabulaire qui est semi-figuratif. Et par souci d'harmonie, dit-il ici, les lettres initiales indiquant le port seront elles aussi agrémentées d'une barbe, donc on les appelle aussi des barbes. Donc selon François Baudouin, on a d'abord eu un travail sur les chiffres qui a été fait pour des questions superstitieuses et qui ensuite aurait déteint sur la forme des lettres. Voilà. D'après lui, ça se passe dans ce sens-là. À peine quelques années plus tard, nous avons l'équipe d'Arbag, qui ne présente plus évidemment, et donc nous avons ici un éminent auteur, cher Henri, qui va revenir un petit peu sur ces quelques lignes qui ont été écrites par François Baudouin, et dédier cette fois 4 pages dans le top 1 d'Arbag sur les décorations, graphisme des matricules, qui va aussi parler des emblèmes, parce que les matricules ne vont pas sans les emblèmes qui quelquefois sont conjointes en tout cas, et puis sur la couleur aussi, la couleur des listons, etc., etc. Et ici on en sait beaucoup plus parce que l'équipe du livre a mené évidemment des enquêtes à l'époque, et notamment une enquête auprès d'un des plus anciens graveurs de Douarnenez qui s'appelle Jean Derrien. Si j'ai le temps en fin de conférence, je vous en parlerai un peu. Jean Derrien, qui lui est né en 1895, donc c'est quelqu'un qui a connu, en tout cas dont il se souvenait, ou souvenait peut-être de son père, avoir gravé les numéros de Douarnenez, et puis lui, sa thèse, elle est très claire, elle est assez limpide. Il est absolument pas question pour lui de parler d'une quelconque superstition ou d'un quelconque rite propitiatoire, je crois qu'on dit comme ça, et que cette pratique-là serait purement ornementale et née d'une envie, d'un désir esthétique d'orner les châteaux. Bon. Voilà les 3 points de vue globalement qui ont jalonné un tout petit peu, cette piste-là. En dehors de ça, je continue de chercher, bien sûr, mais je n'ai rien trouvé. Voilà. Et tout ce qui a été dit ensuite sont des reprises, plus ou moins habiles, plus ou moins maquillées, des quelques lignes qu'on a trouvées dans Arbag et puis dans le livre de Baudouin avant. Voilà. L'histoire des immatriculations. Je ne fais pas un cours d'histoire, rassurez-vous, ça va aller très vite. En 1795, période révolutionnaire, les bateaux ne sont pas censés être immatriculés, pas encore. Ils ont simplement comme consigne de porter à la poupe, cette fois, les marques, ce qu'on appelle les marques de poupe, c'est-à-dire le nom du bateau, d'un côté, et le port d'attache, en toutes lettres. C'est tout. Donc globalement, j'ai représenté ici le cul d'une chaloupe. Vous avez d'une part ici le nom de baptême du bateau, et ici par exemple le quartier de Quimper, c'est-à-dire l'endroit où il a été inscrit, immatriculé. La seule consigne qui est donnée à l'époque aux marins, c'est de faire donc des lettres qui font 4 pouces de haut.
On est à l'époque où le système métrique n'est pas encore adopté. D'accord ? Donc 4 pouces, ça fait à peu près 10 cm. Et c'est la seule consigne qu'on donne aux marins. On leur demande simplement de l'écrire en blanc sur fond noir et avec des signes qui font 10 cm de haut. Évidemment, les photos de cette époque-là, on ne dispose pas de documents, ni même de gravures. Donc là, je vous montre des photos qui sont de 1900 et qui montrent que cette pratique-là, c'est-à-dire d'avoir le nom à bâbord, si je ne me trompe pas, effectivement, et puis le quartier maritime à tribord, en marque de poupe, est toujours d'actualité. Alors vous avez quelquefois des choses qui sont assez touchantes. Je dois cette photo au fond de Francis Hennequin et je remercie M. Vallée de m'avoir prêté quelques documents pour la présentation de ce soir. Donc un nœud fameux ici, N'insultez pas la République, dont on comprend qu'il a été, je pense, une première fois stoppé ici, puisque le marin a dû se rendre compte qu'il n'avait plus de place. Et puis je pense qu'ici, si on regarde bien le document, la République a été écrit LICO d'abord, et puis quelqu'un est venu corriger en mettant QE derrière. Bon, ouais. Et ouais, mais ça dit quand même pas mal de choses. Alors, je ne vais pas revenir sur le volet, ce qu'on appelle l'onomastique, c'est-à-dire l'étude des noms propres, qui est hyper intéressante, et qui, là, pour le coup, a été beaucoup étudiée. C'est-à-dire, bon, voilà, quelle a été la part du religieux, du républicain, la part voilà, des noms qui ont été attribués à voilà, du breton ou du français, etc. Ça, c'est des choses, si vous voulez, je peux vous donner des références. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont parlé de ça, et ici, en tout cas pour les bateaux du quartier du pays Bigoudin, je crois que c'est Claude Perron qui a sorti un bouquin là-dessus, très complet, avec des statistiques, et c'est vrai que cette étude-là, elle permet de voir aussi les mentalités, les mœurs évoluer en fonction du nom qui sont donnés aux bateaux. Donc ça, c'est pas trop mon sujet, mais ça reste quand même assez sympathique à voir, et puis ça témoigne surtout d'une chose, hein, c'est qu'on a demandé quand même à une population qui était très peu lettrée à l'époque, hein, d'inscrire des noms et des numéros, et qui, pour ceux qui étaient lettrés, avaient plutôt pour habitude de pratiquer le breton que le français, hein, en tout cas pour beaucoup. Il faut attendre, donc là on était à la période révolutionnaire. En 1839, les guerres sont terminées depuis longtemps entre le royaume français et puis le royaume d'Angleterre, mais il subsiste un problème, et un problème qui existe encore aujourd'hui, et qui existera encore pendant très longtemps, c'est le cas des îles anglo-normandes et de la pêche des huîtres dans la baie de Cancale. Évidemment, quand on a des îles anglaises qui sont à ce point proches des côtes françaises, il se passe un vrai problème de territorialité, en fait, un vrai problème de partage de l'espace marin. Et donc les conflits ont toujours existé, des conflits ouverts ou larvés entre voilà, les pêcheurs qui venaient d'Angleterre et qui imaginaient que la règle des 3 miles s'appliquait aussi sur les îles anglo-normandes, et bien évidemment les pêcheurs de Granville, Cancale, qui se sentaient, eux, dans leur droit en pêchant à cet endroit-là. Donc pour éviter un énième conflit, je pense que les deux puissances étaient un peu fatiguées de se faire la guerre. À partir de 1939, un projet de convention est élaboré, et qui sera finalement mis en place en 1843 en France, et qui là pour le coup va sommer les pêcheurs des deux côtés de la Manche, les Français et les Britanniques, de porter, en plus des marques de poupe, des marques, cette fois-ci à la proue, proche de l'étrave, avec deux choses, le numéro du bateau et la lettre initiale du port d'attache. Voilà le décret, donc évidemment tout ça est très long, le décret ne sort qu'en 1853, donc ça fait bientôt 20 ans que le projet de loi était déjà un peu voilà, justement en définition entre les deux pays. Il s'est passé à peu près la même chose entre l'Angleterre et puis les pays du Nord, donc la Belgique et puis surtout le Danemark pour le partage de la mer du Nord. Enfin, bref, les Anglais ont été très précurseurs là-dessus et ont voulu légiférer le plus tôt possible parce qu'ils sentaient qu'ils étaient passablement agressés dans leur frontière. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de thèses là-dessus aussi très intéressantes. Le décret dit quelque chose de très simple, donc lettres et numéros seront placés à l'avant du bateau, 8-10 cm en dessous du plat-bord, ce qui est totalement impossible pour qui a déjà vu un bateau, et puis ensuite doivent être peints en blanc à l'huile sur un fond noir. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque arrondissement maritime, alors imaginez que la côte française de Dunkerque jusqu'à Bayonne, et puis le pourtour méditerranéen, est découpé en arrondissements maritimes. Ces arrondissements-là sont en fait des grandes sections littorales qui sont gouvernées globalement par des grands arsenaux, donc Toulon, Brest, Cherbourg. Ici, dans le quartier, dans l'arrondissement numéro 2, c'est l'arrondissement de Brest. Voici la liste des quartiers maritimes en 1853. Et vous voyez en ce qui nous concerne ici que le quartier de Quimper
va avoir une lettre qui lui est attribuée, c'est le Q. Le sous-quartier de Douarnenez va donc être QD, c'est logique, et le sous-quartier d'Audierne, QA. Voilà. Donc ce sont les militaires, évidemment, la marine qui gère cette chose-là, hein, bien sûr. Donc vous pouvez imaginer que ça a été aussi une démonstration de la puissance et puis presque du paternalisme en fait, de cette institution. En fait. Donc tout est a priori réglé comme du papier à musique. Chaque arrondissement est découpé en quartier maritime, chaque quartier maritime est découpé en sous-quartiers, et dans chaque sous-quartier, on viendra un peu là-dessus, il existe ce qu'on appelle des syndicats et même des stations. Donc on part du plus large globalement pour arriver jusqu'au local. Le décret, lui, il va être un peu plus précis dans les consignes qui sont passées aux marins. On va leur dire, en fonction du tonnage du bateau, c'est-à-dire au-dessus de 15 tonneaux, en dessous de 15 tonneaux, en ce qui nous concerne ici, sur les côtes bretonnes, les chaloupes d'au-delà de 15 tonneaux en 1850, je pense qu'il y en a très très peu, donc c'est plutôt ces côtes-là qui vont nous intéresser. Les signes doivent faire 25 cm de haut, absolument, et 4 cm d'épaisseur de trait. Et ça c'est intéressant, c'est la première fois qu'il y a une indication qui est presque typographique, qui est donnée par l'administration, qui est de dire, oui, on vous donne la hauteur des signes, mais on vous donne aussi une information qui va être une information de contraste, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire des caractères trop maigres qui ne vont pas être lisibles, vous êtes obligé de respecter aussi la largeur de ce qu'on appelle le fût de la lettre. Et les caractères doivent être placés 8 cm sous le plat-bord. Bon, ça on verra très vite que c'est absolument pas possible, ça a été décidé dans un bureau par quelqu'un qui n'a jamais vu une chaloupe de sa vie, on est obligé de se placer beaucoup plus bas, sous la préceinte pour pouvoir inscrire un numéro. Donc en 1853, voilà à peu près l'état des choses. Voilà le quartier de Quimper, donc l'administration centrale est ici, et il comporte donc 2 sous-quartiers, Douarnenez et Audierne. En 1855, Concarneau, la ville de Concarneau, quitte l'arrondissement de Lorient, puisque la ville se trouve vraiment à la frontière entre les deux, et rejoint le quartier maritime de Quimper. Les premières photographies qui montrent des bateaux sont réalisées par Charles Furne et son cousin Alexis Tournier. C'est un reportage photographique, on peut parler d'un reportage photographique qui a été livré et rendu au public en 1857-58, et ce sont les premières photographies qui sont connues. Donc là, ici on est à Douarnenez, en 57-58, on est 5 ans après le décret, et vous voyez que les bateaux sont toujours pas immatriculés. Ou alors, je sais pas, il faudrait l'interpréter ici, ou alors on est dans une séance de toilettage, et à ce moment-là le numéro va être réinscrit, mais en tout cas on sait qu'il y a évidemment un temps de latence qui peut être assez énorme entre le décret et puis l'application. En revanche, à Concarneau, la même année, ici, alors peut-être que les gens de Concarneau étaient plus studieux, je ne sais pas. Il y a peut-être une autre explication, mais je la partagerai, vous me direz ce que vous en pensez. Et là, on peut lire la première immatriculation, donc QC, donc Quimper-Concarneau, et puis ici 1817. Ici, si vous avez de bons yeux, mais bon, les photographies sont évidemment ce qu'elles étaient, on devine à nouveau un bateau immatriculé QC. Alors, ce que je fais dans mon travail, c'est un travail d'interprétation, évidemment, donc il y a une grande part d'objectif, en tout cas j'essaye, et il y a aussi évidemment une grande part de subjectivité, c'est-à-dire que je suis parfois obligé de combler les trous quand la photographie n'est pas nette, ou que l'angle du bateau ne permet pas d'avoir une vue vraiment frontale, ou que certains caractères sont masqués, mais à ce moment-là je suis obligé d'interpréter, et j'essaye de redresser un peu l'immatriculation pour pouvoir la présenter en dehors de la photographie. Donc c'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir le document, la source d'un côté, et puis ensuite, d'une manière peut-être un peu plus froide, un peu plus sèche, d'avoir le dessin lui-même. Sur le plan typographique, ça, on est complètement dans les standards de l'époque, j'ai envie de dire. Pour celles et ceux qui connaissent un peu la typographie, on est dans des caractères qu'on va retrouver tout à fait en France à cette période-là, c'est-à-dire la deuxième moitié du XIXe siècle. Les Didot, pour ceux qui connaissent, la famille des Didot ont déjà 50 ans d'existence, donc ce sont des caractères qui sont très répandus et qui ont été presque institutionnalisés. Toute la correspondance et toute l'administration française est composée en Didot. Voilà. Donc c'est un caractère qui fait autorité, qui est très installé, et un caractère donc, qui a la propriété d'avoir un contraste énorme entre ce qu'on appelle les pleins et les déliés. Les parties pleines, c'est les parties les plus épaisses de la lettre, et puis les déliés, les parties les plus fines. Donc on est vraiment dans une assez sans surprise. Les marins ont été chercher un caractère qui était tout à fait en usage à l'époque. Une autre photo de Douarnenez,
même époque, et c'est la seule où on va voir document extrêmement rare, et il s'en est fallu de peu pour qu'on le rate ici. Voilà. C'est le seul QD que je connaisse. Si vous en avez d'autres dans vos greniers, il faut le sortir. Donc pourquoi il y a très peu de photos QD il y en a ici encore. On est toujours avec les mêmes photographes, Furnes-Tournier, 1857-58. Très belle photo du Rosemer. Et ici, on voit une série d'immatriculations QD. Quelque chose. Pourquoi QD, elles sont rares? Parce que Douarnenez devient quartier maritime en 1868, donc relativement tôt, plus tôt que Concarneau, Audierne et d'autres. Donc en fait, Douarnenez sera immatriculé D assez rapidement. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont sont écrites ces immatriculations par rapport à ce qu'on vient de voir à Concarneau? C'est très grossier, je suis d'accord avec vous. C'est même assez surprenant de la façon. Alors évidemment, on ne peut pas rentrer dans la photographie au-delà de cette définition-là. Ce sont des petites photographies, celle-ci est conservée à la BNF, mais on devine quand même, moi je ne sais pas, après peut-être que je suppose, mais que ça a été fait certainement par la même personne, et certainement dans le même temps, et je pense qu'il y a une sensation de phénomène de série. C'est-à-dire que peut-être quelqu'un, à un moment, s'est décidé à prendre tous les bateaux et à se faire toutes les immatriculations du port, et on a presque envie de dire un peu à contre-cœur. Il y a quelque chose comme ça qui bon, c'est une interprétation. Alors pourquoi on aurait à la même époque, pour deux ports qui ont à peu près la même configuration, en tout cas la même force de frappe en termes de pêcherie, etc., on aurait une telle différence entre deux flottilles? Une explication pourrait tenir sur le fait que cette immatriculation-là a été posée sur un bateau qui appartient à un armateur, c'est-à-dire un patron qui a une flottille, qui travaille pour lui, et qui est donc un investisseur, ou on pourrait dire un capitaliste, si on veut, c'est-à-dire quelqu'un qui va investir et qui va être propriétaire de plusieurs bateaux et faire travailler finalement les équipages pour lui. Tandis qu'à Douarnenez, peut-être, il faudrait creuser, et c'est ce qu'on voit ici d'ailleurs, quand vous voyez des immatriculations qui sont ensuite accompagnées d'un signe, qui est presque un logotype ici, et puis d'un numéro, ça veut dire que ces bateaux-là appartiennent tous aussi à la même flottille, au même armateur. Et peut-être qu'à Douarnenez, ces immatriculations-là étaient des bateaux, c'était peut-être des bateaux de marins propriétaires, c'est-à-dire eux-mêmes propriétaires de leur propre embarcation. Et bon, je ne sais pas, c'est une explication. Je n'ai pas de réponse à ça. Donc en 68, je vous disais, le quartier de Douarnenez est créé, et on va voir ici la première photo, je pense attester, Roland, tu me confirmes, la première photo du port de Guilvinec-les-Chirgat en 1876. Alors, le document, pareil, on ne peut pas s'approcher indéfiniment dans l'image, ce sont des photos très anciennes, vous vous en doutez bien. On voit donc le port de Guilvinec ici, avant toute construction portuaire, je pense. Ou peut-être que il y a le phare aussi. Ah oui, le phare est là. C'est le phare qui permet de la dater. Et ici, vous voyez que les chaloupes qui sont ici, qui ont échoué là, dans le port, sont des chaloupes douarnenistes. Donc elles sont toutes, on le devine quand on le connaît, elles sont toutes immatriculées DO cette fois. Donc Douarnenez est devenu quartier maritime, il s'est donc affranchi de la tutelle de Quimper, et les bateaux sont désormais immatriculés DO, puis la séquence de chiffres. Vous voyez d'ailleurs un bateau avec une très belle moustache ici, magnifique. On reconnaît évidemment les constructions d'époque avec une étrave qui tombe verticalement perpendiculaire à la surface de l'eau, et puis une quête de mât très proche. Donc DO, voilà d'autres chiffres. Ça, c'est une photographie qui doit dater de 1883. Elle est plus nette. Donc vous voyez aussi que les pratiques évoluent. Alors bien évidemment, je n'ai pas des milliers de cas à disposition pour pouvoir dégager en tout cas tirer des conclusions fermes et définitives, mais on voit quand même que la pratique en moins de 15 ans s'est aussi un peu professionnalisée. Ça reste du lettrage, peint évidemment à la main, mais on retrouve des formes qui sont plus typographiques, qui rejoignent un peu plus les préoccupations du lettrage. En 1882, c'est une date très importante, là, avec l'essor de la pêche, tous les petits ports, et moyens d'ailleurs, vont être érigés en quartiers de plein exercice. C'est-à-dire que tous les sous-quartiers, et puis tous ce dont on parlait tout à l'heure,
les syndicats, en tout cas les syndicats qui avaient une activité qui l'exigeait, vont avoir une espèce de reconnaissance administrative et puis surtout des facilités pour toutes les démarches. Et donc les quartiers les sous-quartiers deviennent quartiers. Ce qui fait qu'on va passer, entre 1850 et 1882, le nombre de quartiers maritimes va quasiment doubler en France. Alors, un petit récapitulatif, si vous voulez. 1855, tous les ports de Douarnenez, Audierne, Concarneau et Quimper, donc le Bigoudin, ce qui va devenir ensuite le quartier maritime de Guilvinec, sont tous immatriculés Q, avec une deuxième lettre en qualité de sous-quartier. 1868, Douarnenez devient quartier de plein exercice et Audierne passe sous quartier de Douarnenez, donc devient DOA. Ça, personne ne le sait et je n'ai jamais vu une photographie de bateau immatriculé DOA. J'ai vu un dessin dans le dernier tome d'Arvag, je crois, le tome 5 ou le tome 4, avec un bateau DOA, mais j'ai jamais vu de photographie moi-même. Et 82, donc je vous le disais, là tous les ports gagnent leur autonomie et donc quittent le quartier principal de Quimper. Guilvinec, en tout cas, le siège du quartier maritime va être transféré au Guilvinec en 1919. J'en parlerai un peu plus tard dans la présentation. Ce qui est important, je pense, de savoir, c'est que ce passage-là, globalement d'une administration extrêmement centralisée, avec des grandes villes ou des grands ports, et le passage en 1882 à une administration qui est beaucoup plus localisée, je pense qu'elle va tout changer dans la façon d'immatriculer les bateaux. Parce que mettez-vous à la place de ces pêcheurs-là. Quimper, c'est une ville qui est loin. Pour s'y rendre, c'est compliqué. Et puis, pourquoi avoir un élan d'amour ou l'envie d'estampiller son outil de pêche, son engin, avec une lettre qui n'est pas la sienne, quoi. Qui plus est, qui n'est pas la lettre bretonne, mais qui est la lettre française. Donc il faut se remettre dans l'idée que cette injonction un peu soudaine à immatriculer, je pense, on manque un peu de sources, mais je pense qu'elle n'a pas été forcément bien reçue de la part de la communauté des gens de mer. Évidemment, c'était un instrument de surveillance, c'est clair. C'était pas pour leur faire plaisir, c'était plutôt pour les fliquer qu'autre chose. Qui pêche où, à quel endroit, etc., etc. Et puis deuxièmement, effectivement, ce numéro matricule là, qui est tout ce que le 19e siècle aura mis en place de standards et puis de façon de poser de la nomenclature sur les choses. À partir du moment où chaque port hérite, entre guillemets, de sa propre initiale, quand bien même elle sera en français et pas en breton, là, à mon avis, ça change tout. Ça change toute la perspective. Et là, peut-être qu'on a effectivement envie de bien faire et d'enjoliver, en tout cas de se saisir de cette opportunité-là pour porter, quitte à devoir subir une obligation administrative, autant faire contre mauvaise fortune bon cœur, et convertir ça en quelque chose d'ornemental et de plutôt agréable à l'œil. Le quartier de Quimper. Le quartier de Quimper en 1882, donc voilà ce qu'il en reste. Après avoir été quasiment tout le sud du Finistère, donc évidemment on part de Quimper. La limite se situe à peu près ici. On n'est pas loin là, je pense. Voilà, entre Plovon et Tréguenec. On va jusqu'à la pointe de Pinmar, on remonte, évidemment Lens et la brigade Bénodet, de Pont-l'Abbé, on remonte ici l'Audet évidemment, et puis je pense que la limite devait s'arrêter un peu après... non, je pense que c'était... Oui, c'était ça. Je ne connais pas la limite ici, il faudrait qu'on fasse la trouver. Comment ? Ah oui, d'accord. Ah, oui. Bon, ça peut être bougé aussi. Et le quartier de Quimper, ensuite la subdivision dont on parlait tout à l'heure, en syndicats. Donc les syndicats sont des groupements avec des représentants, généralement ce sont d'anciens marins, qui eux vont pouvoir dialoguer avec l'administration. Les syndicats sont en fait des réunions de communes, tout simplement. Il y en a deux principaux ici. Pont-l'Abbé, qui est un très grand syndicat, puisque vous voyez la surface qu'il couvre, ce sont tous les petits ports ici à couvrir. Et puis le deuxième syndicat, le syndicat de Quimper, globalement, lui, va être un syndicat qui va beaucoup plus s'occuper du transport de marchandises et puis de tout le trafic qui concerne les allées et venues sur la rivière de l'Audet, évidemment. Le quartier de Pont-l'Abbé, on s'approche encore un petit peu.
à l'époque, justement, les composantes de ce syndicat pour la baie, ce sont donc Tréguenec, Pinmar, le Guilvinec, Tréfiagat, le Tudy Combrit et Plonéo-Lanverne. Je ne sais pas pour quelle raison, mais Plonéo-Lanverne est compté dedans. Donc on va jusqu'à Combrit. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder en images des immatriculations avec un maximum de photographies que j'ai pu réunir, et je remercie encore une fois tous les contributeurs qui m'ont... je fais des échanges d'images comme à la récré quand on était petit, parce que ces documents-là sont précieux, et en plus, non seulement ils sont précieux, mais en plus, ce que j'y regarde, moi, il faut imaginer que je regarde des informations qui font même pas un demi-millimètre sur ces photographies-là. Donc, quand on a la chance de trouver une belle photographie avec, par bonheur, une immatriculation qui a été prise d'une manière assez nette et assez frontale au premier plan, bah, effectivement, moi, ça devient un document qui devient assez rapidement exploitable. Donc, je vous propose de découper ce syndicat en quatre zones et de regarder, de faire un petit passage en revue des immatriculations. On va commencer par la pointe de Pinmar, avec les ports de Cavity, Saint-Guénolé. Nous y sommes. Une photo à nouveau de Francis Elquin, qui doit être en haut du phare d'Aiguebule. Vous voyez bien, ça va? Alors, ce bateau a été construit à Quimper en 1898, et je pense, en tout cas jusqu'à présent, c'est l'immatriculation la plus ancienne de cette zone-là, pointe de Pinmar, que j'ai pu observer. Elle est conservée aux archives départementales de Quimper. Vous voyez en plus que l'immatriculation est accompagnée d'un emblème, ce qui est assez rare finalement. On en parlera si vous voulez en fin de présentation, cet emblème-là, qui est un emblème, d'après beaucoup de gens, qui proviennent directement de l'œil d'Horus en Égypte antique, et qui, en passant par les pays arabes et puis ensuite les côtes du Portugal, reviennent sous une forme christianisée et reviennent sous forme d'étoiles jusqu'en armorique. Bon, on en discutera si vous voulez. Je redessine cette immatriculation-là, en essayant encore une fois, vous voyez l'exercice, hein. Alors ici, bon, l'immatriculation elle est très claire, la photo est excellente, donc le travail d'interprétation n'est pas énorme, et j'essaie de rester fidèle justement à ces plans déliés, justement à la longueur, ne surtout pas évacuer les accidents, ne pas corriger quelque chose qui serait... que moi je pourrais considérer comme étant une anomalie ou une erreur. Au contraire, je garde tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette matriculation? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, c'est magnifique. Je suis bien d'accord avec vous. Oui, vous faites ce geste-là? Oui. Alors, ben ça, c'est une première remarque, et je pense que si je vous demandais d'en dessiner une, assez spontanément, vous feriez des chiffres et des lettres très très collés les uns aux autres. Et donc, il y a une information, moi, qui me manque. Je pense que la consigne a été donnée, parce que ça s'invente pas. Il faut être typographe de métier pour comprendre la valeur de l'interlettrage. Ce qu'on appelle donc l'interlettrage, ou l'approche en typographie, c'est-à-dire l'espace qu'on va laisser entre chaque signe. Si vous resserrez tous ces signes-là, vous vous mettez à 20 mètres ou à 50 mètres, vous ne lisez plus rien. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait sur nos panneaux d'autoroute. C'est pour ça qu'on ne voit rien et que tout le monde se plante, parce que les lettres sont trop serrées. Ce n'est pas une question de taille, la lisibilité, c'est une question justement d'interlettrage. Donc effectivement, ça fait des immatriculations qui s'étalent sur plus d'1,50 m, 2 mètres quelquefois. 4 signes qui sont interlettrés. Et ici, vous voyez, la valeur de l'approche est à peu près le double de la hauteur du signe. Et ça, c'est relativement constant. C'est tellement constant que je pense que la consigne a été passée aux pêcheurs à un moment ou à un autre. Donc il y a cette étendue, et puis il y a aussi la finesse. Moi je trouve que c'est quand même une immatriculation qui... Oui. Je voulais juste revenir. Oui. Tu évoquais tout à l'heure Horus, le sujet de l'emblème et de l'étoile. Si tu peux revenir sur l'image précédente. Bien sûr. C'est un clin d'œil, mais si on regarde bien le Q, et si on repart sur la transcription graphique que tu as faite, juste après, ça me rappelle l'emblème de l'œil. Sur certains bateaux grecs ou même égyptiens. Le Q avec l'espèce de signe qui est dessus. Qui est généralement un sourcil. Un sourcil, voilà. Et qui passe dessous, C'est ça. Ça interroge. De toute façon, je pense qu'il faut considérer cette pratique-là, il faut la regarder aussi pour ses qualités ornementales. Arrêtez de prendre, je pense, les marins pour des idiots. Envisager pourquoi pas des apports extérieurs, des artistes locaux, des photographes, des gens de passage qui ont pu, des catalogues de lettres qui ont circulé, des affiches, des journaux qui ont inspiré. Et puis effectivement, voilà, tant qu'à faire une immatriculation, autant qu'elle gagne en saveur, autant qu'elle gagne
en qualité et pourquoi pas en profondeur historique. Moi, je suis tout à fait client pour cette... L'égyptomanie du 19e siècle. Et effectivement, c'est une époque où les campagnes font encore rêver. Bien sûr, absolument. Ouais. Voici d'autres immatriculations dans le quartier de Kériti-Parmar. Alors, on a pris un peu en Grèce ici, à peine. Ça reste toujours très étalé au niveau des empattements. Et puis, on voit ce motif ici sur le cadre, le motif ajouré. Bon, je les passe rapidement, je ne vais pas toutes les commenter, hein, mais c'est pour vous donner une petite idée. Alors ici, on est en 1907, et je pense que c'est en tout cas, moi, c'est la première occurrence que j'ai trouvée dans la zone de Kériti de ces fameux chiffres à barbe, ici appliqués. Donc en admettant qu'ils naissent effectivement en bête d'Ouarménée vers 1890-1895, bon, est-ce que c'est plausible de voir finalement une espèce de contagion une décennie plus tard bon, ça, il faudrait vraiment creuser et puis augmenter le corpus pour être un peu plus catégorique sur ces phénomènes de propagation. Très beau document encore, Francis Hennequin. Et à nouveau ici, on retrouve... Alors vous voyez quelquefois ici, la queue du cul est déconnectée ou connectée, ça dépend. Alors ici, vous voyez qu'il y a manifestement quelques petites erreurs de graisse. Si on devait corriger, le 2 semble vraiment plus pesant, plus lourd que le 6, le 4. Le 6 est vraiment très caractéristique, je trouve, de la pointe de Parmar, très ouvert. On dirait presque un torque celte, vous voyez, quelque chose comme ça qui s'est déconnecté, qui pourrait presque, qui rentre presque en connexion avec la boule terminale au-dessus. Donc voilà, une petite synthèse, 1898, vous voyez, on est vraiment dans les mêmes années, du style d'immatriculation qu'on trouve à Parmar, Kériti, Saint-Guénon. Bon, étude en cours. On va passer à Bénodet, Combritz, Sainte-Marine. Donc on change, on reste dans le quartier de Quimper et puis dans le syndicat de Pont-l'Abbé, mais on change d'endroit. Donc on va se situer maintenant ici. Combritz, Sainte-Marine, Bénodet. Bénodet qui est le seul port, je pense, qui n'est pas du pays bigoudin en fait, et qui appartient à cette circonscription. Il me semble. Ça doit être la seule exception. Ici, on a des photographies. Alors, bon, ce sont un peu des exceptions parce que ça, ce sont vraiment des tout petits canottes et qui sont pas des barques de pêche. Ça, je pense que c'était pour le bac. Et puis ici, une petite annexe. Vous voyez que quelquefois, ouais, le cul passe devant. Alors ça, c'est une information que j'ai pour l'Angleterre, c'est-à-dire que selon le tonnage des bateaux, les Anglais demandaient à ce que la lettre passe avant ou après, pour que l'administration, ou en tout cas que les gendarmes de la navigation puissent aussi identifier à quoi était armé tel ou tel bâtiment. En France, je ne l'ai jamais vu, ou alors d'une manière un peu inexpliquée. À un moment, je me suis demandé si c'était pas une solution extrêmement intelligente pour que la première lettre soit toujours du même côté, soit toujours le plus proche de l'étrave. Mais j'ai rarement deux photos des deux faces du même bateau, donc je ne peux pas en déduire que globalement le cul se retrouve également du même côté là-bas. Peut-être qu'il est là-bas, je ne sais pas. Alors, je passe assez rapidement sur ces images-là de Sainte-Marine, une image du bac, et voilà ce qui m'a un peu frappé. On va s'approcher donc d'une immatriculation, le Q 1410. Et ça, j'ai entendu le mot. Qui a dit? Bon, ça se voit tant que ça, alors. Bon, bah, tant mieux, vous êtes d'accord avec moi. Quand on voit des formes comme celle-là, c'est-à-dire où tout ce qu'on appelle le contrepoinçon en typographie, la contreforme ici, n'est pas isolée, globalement, ici. Ici, il faudrait s'approcher un peu plus. Mais globalement, ça veut dire que la personne qui a marqué ces bateaux-là a utilisé une forme de pochoir et que cette forme de pochoir, bien évidemment, a exigé d'avoir ce qu'on appelle des tenons. Les tenons sont les petites pièces qui empêchent évidemment les contreformes de partir avec le pochoir. Donc ici, on est très clairement dans quelque chose qui a été fait à l'aide d'un outil, carton, bois, forme positive ou forme négative, on ne peut pas être très très catégorique, mais en tout cas la régularité et puis justement ces points de déconnexion dans les parties témoignent vraiment d'une chose, c'est l'usage du pochoir, qui était par ailleurs tout à fait en circulation à l'époque. Le pochoir était une pratique au XIXe siècle et puis au début du XXe siècle qui est complètement attestée. Mais ce sont des pochoirs maison, je ne pense pas que ce soit des pochoirs qui ont été achetés dans des magasins avec un stillage ou je sais quoi.
Voilà, si vous comparez par exemple ici le Q et le O, aucun mystère, aucun doute, ce sont deux signes qui ont été faits avec la même forme. Donc il y a une espèce d'économie qui est faite aussi avec le pochoir. C'est un outil qui se transmet. Donc on peut, une fois qu'on a fini son bateau, on peut le transmettre aux voisins. Et puis finalement, on a besoin d'assez peu de formes élémentaires. Quand vous regardez, globalement, vous avez votre lettre à faire, le Q en l'occurrence, et puis ensuite vous avez quoi, une série de 10 numéros, 10 chiffres. Quoi. Avec le 0. Avec le 0, 10, oui, le 0 étant le Q lui-même. Le 1 et le 4 se font avec la même forme. Et puis voilà, donc ici on est typiquement, ça pour moi c'est vraiment Sainte-Marine, ce sont tous les bateaux dont les patrons étaient, soit Sainte-Marine, soit Pont-l'Abbé, soit Pont-Brite. Voilà. Alors il y a des variantes de Grèce aussi, ça aussi hein, typiquement c'est vraiment... voilà, ça c'est des indices qui donnent qui disent clairement qu'on a utilisé une forme pour aider au tracé des lettres. Et d'ailleurs, quand vous avez votre 6 et votre 9, à nouveau, vous avez le Q, puisque ces formes en demi-lune ou en forme de haricot servent à tout. Une photographie du fond Villard, cette fois. Pareil, ici, on peut faire l'exercice, hein, même avec des enfants. Hein. C'est très très simple, hein, parce que le pochoir, c'est quand même une solution assez idéale en typographie pour bien faire sans savoir faire. C'est ce qu'on dit toujours des pochoirs, c'est-à-dire qu'on arrive à des résultats qui ont vraiment une esthétique ou une apparence professionnelle, alors que globalement, on n'a aucun savoir-faire en matière de typographie. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner une lettre ou d'avoir fait des études en... Et puis, le pochoir n'est pas incompatible, ce qui est assez amusant quand même, parce que là, pour le coup, c'est pas une... Quand on fait du pochoir, on essaie de simplifier au maximum les signes. Et bien ici, on a quand même un pochoir qui est un pochoir pêchant, en tout cas avec la forme à barbe sur le chiffre 7. D'autres photographies, à nouveau. Vous reconnaissez le bateau blanc au milieu? C'est le bateau de Jacques de Tézac qui est là, le Pénuel. Et à côté du bateau de Jacques de Tézac, ici vous avez un magnifique Béguir là, avec son nez pointu, et je trouve que c'est assez délicieux parce que là le marin a décidé peut-être de copier une pratique qui se fait beaucoup sur les tonniers à lait de roi, c'est-à-dire de compenser la pente de la coque en donnant un angle au chiffre. Et je trouve qu'effectivement, s'être servi de la quête de l'étrave ici avec l'alignement des chiffres, c'est quand même c'est extrêmement réfléchi et très soigné. On est loin de l'immatriculation subie, je trouve. Bon voilà, d'autres photographies, et puis une petite synthèse en images des immatriculations de Combray de Sainte-Marine. Je profite d'être dans ce coin-là pour vous montrer 3 photographies de Jacques de Tézac, justement. Elles datent précisément de 1918, je pense, ou en tout cas avant 1819, puisque le Q est toujours en place, le quartier n'a pas migré à Guilvinec, donc n'a pas encore les lettres GV. Et vous voyez ces grandes inscriptions là qui sont complètement démesurées là ici. On est donc en temps de guerre, on est à l'issue de la Première Guerre mondiale. Et bien évidemment, les immatriculations des bateaux ne suffisent pas du tout aux militaires pour distinguer un simple pêcheur qui fait de la pêche côtière d'un bâtiment ennemi. Donc on a demandé aux marins pendant ces années d'augmenter très très sensiblement leur matricule à l'avant. Donc là c'est peint à la main, c'est peint à la brosse, et puis on voit que ça a été fait dans l'urgence. Je zoome un peu, même si le document est de très très mauvaise qualité malheureusement. On voit même ici cohabiter l'ancienne et la nouvelle. Et puis déjà, je pense que donc la guerre est terminée, et peut-être que cet homme-là est en train de nettoyer l'ancienne immatriculation. Vous la voyez ici, là? Peut-être qu'on est dans un moment où effectivement on est en train d'enlever les immatriculations d'urgence. C'est touchant quand même. On va à Pont-l'Abbé, Iltudi, Loctudi. Donc l'anse de Poudon ici, la ria de Pont-l'Abbé, et puis Iltudi, Loctudi. J'ai moins de choses à dire là-dessus parce que je dispose de moins de documents photographiques, et pour moi ne se dégage pas une tendance comme on a vu précédemment, avec une espèce d'homogénéité on pourrait appeler ça
le ductus de lettrage, quoi. Ici, très clairement, on est au pochoir, donc ce serait l'influence, en tout cas la même tradition qu'à Sainte-Marine. Tandis qu'ici, ou ici, avec ce bateau construit à Pont-l'Abbé pour un patron à l'Octudie, on serait plutôt avec la finesse, presque les caractères un peu frêles qu'on a vu du côté de Pindar. Donc je ne suis pas catégorique, il va me falloir plus d'images pour essayer de dégager une tendance. Vous voyez à nouveau une immatriculation de type pochoir, mais avec le 1 pêchant ici. C'est intéressant de comparer avec ce que faisait Concarneau à la même époque. Alors eux, Concarneau, il y a une étoile sur chaque bateau, hein, ça n'a pas de problème. Je ne sais pas pourquoi, c'est très intéressant aussi. Autant Douarnenez et puis le quartier de Quimper, les étoiles sont assez rares, autant à Concarneau, elles sont quasiment la norme, en fait. Magnifique image aussi de ce bateau construit en 1902 et qui a la particularité de ne pas être coltaré. Alors je ne suis pas suffisamment spécialiste pour savoir si c'est du provisoire ou si c'était vraiment la décision de ne caréner, enfin en tout cas de n'enduire que la partie de la carène, c'est-à-dire la partie œuvre vive qui est immergée et laisser le reste uniquement peint. Mais on s'aperçoit au passage sur ce type de document que les chiffres, en tout cas, n'étaient pas seulement peints. Ils sont gravés, pas partout évidemment, ils sont seulement peints évidemment quand c'est du pochoir, et dans d'autres ports, en dehors de la Cornouaille, même du Finistère, j'ai vu très peu de photographies suffisamment proches, nettes, piquées, qui permettent de dire avec certitude que le numéro est véritablement gravé dans le bois. Ici c'est le cas, à tel point il est gravé suffisamment profondément pour qu'il n'ait pas besoin d'être peint, ce qui est quand même assez étonnant. Voici un peu comment. Alors là, on change, on passe par Douarnenez parce qu'il y a une image qu'il faut que je vous montre absolument, justement sur cette notion de gravure et puis de profondeur de gravure. C'est le D47, on est en 1895 à peu près. Généralement, quand on voit aujourd'hui des bateaux qui sont des répliques ou des bateaux du patrimoine et qui portent une immatriculation qu'on va dire un peu à l'ancienne, la gravure est faite, j'ai un exemple ici, la gravure elle est faite un peu... On m'avait prévenu. La gravure elle est faite un peu à minima, c'est-à-dire qu'il y a uniquement un certi autour du signe qui a été gravé, et ça peut être gravé au couteau. Je vais le faire passer, attention, c'est lourd. Ou je le fais passer comme ça. Vous le faites passer derrière vous ? Donc il y a simplement, le signe a été tracé au crayon, et puis pour éviter que le signe se perde à chaque toilettage de bateau, à chaque fois qu'on va donc décaper, enlever le coltard pour recalfater et puis réenduire la coque, et ben les marins évidemment ont eu la présence d'esprit de marquer le bois avec un tout petit sillon pour pouvoir retrouver le signe instantanément. Et puis d'ailleurs, quand on voit les sets de toilettage, ce sont des novices qui payent les immatriculations, des gens assez jeunes. Donc pour que ce soit confié à quelqu'un de relativement jeune, il faut que ce soit un peu, non pas sans risque, ce serait un peu mauvaise langue de dire ça, mais voilà, simplement dire que le signe était garanti par la gravure. Et que globalement, à moins d'être vraiment nul, on ne pouvait pas franchement se tromper ou déborder de ce sillon-là. Mais là, quand on parle de gravure, en tout cas ici à Douarnenez, on ne parle pas à cette époque-là, on parlait de gravure, ce que les Anglais appellent le V-carving, c'est-à-dire une gravure comme le faisaient effectivement tous les graveurs sur pierre, et depuis l'Antiquité, c'est-à-dire de biseauter en creux à 45 degrés, avec des outils qui sont des outils, là, pour le coup, des outils de sculpture, ciseaux droits, et venir enlever de la matière. Et c'est même assez impressionnant, parce que quand je montre ce document-là à des charpentiers aujourd'hui, ils me disent « Ouh, alors à cet endroit-là, qu'est-ce qui reste ?» Parce qu'on est vraiment... On est sous la préceinte, on est sur des bordages qui, à cet endroit-là, font 2 cm, un peu plus de 2 cm, c'est pas énorme. Et j'ai demandé ici à un sculpteur de venir m'aider pour une petite séance un peu expérimentale. Il m'a dit « Attention Johan, si j'y vais à 45 degrés, moi je passe à travers. » Donc... Il y a la question de la liaison avec les pics aussi. Oui. Pour les border.
Effectivement. À certains endroits. Tout à fait, parce que ça peut ici enlever donc le fil de coton ou de chanvre qui est donc qui est inséré de force dans les coutures de bordée par le calfa, et c'est ça qui garantit l'étanchéité du bateau. Si vous enlevez ce calfatage, évidemment l'eau s'infiltre. Donc c'est une des raisons peut-être pour lesquelles ce type de gravure a été abandonné dans les années, justement, les photos après la Première Guerre mondiale. C'est une pratique qui disparaît assez rapidement. Après, il y a d'autres raisons dont on pourra parler. Évidemment, graver ça, moi je l'ai fait, ça prend plus d'une semaine. C'est un boulot monstrueux, c'est un savoir-faire extrêmement technique. Il faut être graveur ou sculpteur. Il ne suffit pas d'être charpentier avec un ciseau dans son atelier pour faire ça. Donc si ça prend du temps, c'est que ça peut potentiellement coûter cher, parce que qui dit que c'était gratuit, cette immatriculation, c'est pas sûr. Et puis enfin, on m'a dit, en tout cas j'ai un copain à Audierne qui m'a dit que lui avait entendu que les Audiernais s'interdisaient cette pratique parce que ça fragilisait tout simplement le bordé. Donc ça fait plusieurs raisons qui font que... Je montre un autre document. Justement avec une planche, avec un bordage qui a été détruit en mer et qui vient d'être remplacé dans l'urgence. Et donc l'immatriculation a été partiellement retracée par quelqu'un en vue d'être réinscrite. Et ce qui est intéressant ici, c'est un document assez exceptionnel pour ça, c'est que ici, là, cette forme-là, manifestement, même si on ne parle pas de pochoir, puisque là on est dans une immatriculation gravée, elle a délibérément été faite à l'aide d'un outil. Il y a quelque chose, il y a une forme en bois. Le caractère parallèle est très régulier de ces deux lignes-là, puis le sommet arrondi, pour moi ne laisse pas beaucoup de place au doute. Il y a eu un outil en bois qui a permis à quelqu'un de venir simplement dessiner le contour pour pouvoir donner l'indication peut-être à quelqu'un d'autre, ou peut-être pour lui-même, mais plus tard, de venir graver à cet endroit-là, en disant que la hauteur du signe était respectée, et souvenez-vous, surtout l'épaisseur du trait qui était respectée. Et puis si on est un peu plus attentif, mais il va falloir que j'aille à Rennes pour regarder cette photo au microscope, ici, là, qu'est-ce que vous voyez là? Moi je perçois à nouveau l'arc de cercle, et puis surtout si on prolonge ici, là, on retombe aussi sur ça. Le problème c'est que l'immatriculation n'est pas visible en entier. C'est une photo de Tassier. Oui, c'est une photo de Philippe Tassier, absolument. Donc il est impossible d'être certain, est-ce que c'est un 4 ou un 1, je ne sais pas. J'hésite, ça dépend des jours. Si c'est un 4, alors à ce moment-là, effectivement, la même forme aurait servi aussi à pouvoir produire le même signe. Et si c'est un 4 et que la même forme a servi à produire un signe, la notion de décoration ici, ce qu'on appelle le diamant en typographie, de laisser ajourer un croisement de fûts, à ce moment-là, elle vient assez naturellement, comme un jeu en fait. Vous vous retrouvez à pouvoir produire avec juste un crayon, une craie et puis une forme, un chiffre assez rapidement, et vous décidez de la remplir ou de ne pas la remplir. Et après, le reste n'est que de l'ornementation. Vous lui donnez une forme particulière ou pas, vous lui rajoutez les moustaches ou pas, etc. etc. Et d'ailleurs, sur certaines photographies, le bec du 1 n'est pas tracé, il suffit d'avoir le fût, et puis ici, l'oblique qui sert de diagonale pour fermer le 4 n'est pas tracé non plus. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le Guilvinec, Tréfiagat, Léchiagat. C'est la dernière zone dont je voudrais vous parler. Peut-être la plus ancienne photographie, en tout cas la plus ancienne immatriculation photographiée. Le Q683, donc une chaloupe qui a été construite en 1883. Je vais être honnête avec vous, c'est pas parce que le bateau a été construit en 1883 que l'immatriculation date de 1883. Il va falloir que je sois très clair avec ça aussi. Les bateaux changent et remplacent leur bordage assez régulièrement. On l'a vu à chaque fois qu'il y a une avarie, ou même un toilettage de fond. Donc l'immatriculation peut être plus récente que la mise à l'eau du bateau. Et ça, c'est un document photographique que Roland m'a prêté, a bien voulu me prêter aussi, qui est assez superbe, où on voit donc là deux bateaux ici devant la vieille cale de Guilvinec, avec le Q711 et le Q836. Et alors là, vous voyez qu'on a encore changé de répertoire formel, en fait. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus gras, beaucoup plus large, beaucoup plus trapu aussi, et qui va rappeler, là pour le coup, ce sont des formes qu'on retrouve
quasiment d'une façon totalement similaire, dans les mêmes années, 1880-1885, à Douarnenez. On a aussi cette espèce de style là, qui ne va pas durer très longtemps, qui est extrêmement pâteau. Alors bon, le flou de la photographie ne permet pas de savoir comment se termine exactement cette série de 1, mais on est dans quelque chose qui est effectivement très, voilà, très serré, pas d'interlettrage, pardon, vous voyez, tous les signes qui sont très très serrés. Et puis extrêmement trapu, on n'est presque plus dans le répertoire typographique. Ça change du tout au tout, en quelques années à peine, et ensuite les plus anciens bateaux photographiés sont des chaloupes qui font une fin de vie assez peu glorieuse en ce qu'on a appelé les bagmao, c'est-à-dire charger du sable à Sainte-Marine pour remonter l'Audet et puis aller livrer du sable pour le bâtiment ou pour les champs, ça dépendait un peu du sable qui était utilisé. Donc des chaloupes qui étaient généralement anciennes et qui terminaient leur course de cette façon-là. Voici les immatriculations de ces deux bateaux. Les chez Agathe. Une photographie d'un bateau donc, construit en 1892. À nouveau, on est dans quelque chose de plus trapu, moins contrasté aussi. Donc les parties, le contraste plein délié est un peu beaucoup moins fin. Et pareil, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer des immatriculations de douarnenistes à la même époque. Regardez le chiffre 2 notamment, forme du chiffre 2. On est dans quelque chose qui est évidemment des points de passage. Ici, c'est plutôt une exception. Encore une fois, une très belle photographie que m'a gentiment prêtée Roland. Et là, il est manifeste sur cette immatriculation qu'elle est gravée. Vous le voyez ? Il faut être assez sensible aux nuances de gris pour pouvoir déceler que à un endroit, il y a une pente qui a un peu moins pris la lumière qu'une autre. Fred, tout à l'heure, tu parlais de l'œil. Ici, là, je ne sais pas, peut-être qu'il ne faut pas faire de la dérive interprétative, mais pour moi, il y a un motif à l'intérieur du diamant ici. Et peut-être que c'est accidentel, peut-être que ça ne l'est pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, et par ailleurs, ici, vous voyez, c'est aussi la terminaison un peu barbue qui s'applique sur un flux horizontal, c'est quelque chose d'assez nouveau aussi. Bon. Voilà ce que ça donne quand je travaille à partir de cartes postales, plutôt que de documents photographiques, soit négatifs, soit plaques de verre, soit tirages d'époque. C'est quand même beaucoup plus difficile à manipuler, mais quand les immatriculations sont frontales, c'est à peu près exploitable. On a encore un peu de bouger de vitesse qu'il faut un peu compenser quand je redessine, mais voilà les formes. Alors ça, c'est un document assez intéressant. Je crois que c'est Henri, c'est une photo qui est, je sais pas ça. Alors ici, sur le bateau, le canot Deux Frères. L'immatriculation ici, Q3011, vous voyez que les empattements des 1, là, ici, sont droits, alors que sur la grand voile, je vous rappelle, donc peut-être que je ne l'ai pas dit, mais l'immatriculation doit être aussi déployée sur le taille-vent, en tout cas sur la voile la plus grande, et bien les chiffres, cette fois-ci, sont péchants. Donc vous voyez que nous avons notre ami, je ne sais pas comment il s'appelle, le patron Cariou, sans doute lui, à la barre, ici, qui a donc qui porte deux immatriculations sensiblement différentes avec un emprunt péchant ou pas. Sur cette question-là de l'apparition des barbes, moi j'ai fait une petite synthèse aussi de ce que j'ai pu voir apparaître. Donc les premiers, c'est toujours très difficile à dater, hein, mais globalement, vraiment une forme qui est manifestement au-delà de l'empattement du 1 et qui devient véritablement bifide, 1886. Bon. J'ai trouvé à Douarnenez 1886 un 1 qui est clairement ce qu'on appellera péchant des années plus tard. D'accord. C'est d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire, c'est d'ailleurs une apparition qui coïncide avec une tentative à Douarnenez d'utiliser de la gothique. Voilà, qui n'aura pas été retenue, mais je pense que la relation entre les barbes péchantes et puis la gothique, elle est assez forte. On arrive en 1919, et puis je vais essayer d'accélérer. 1919, c'est une date un peu clé, évidemment, pour tous les habitants, les gens de mer de la côte dont on parle, puisque je pense que la création le transfert du quartier de l'administration de Quimper à Pont-l'Abbé ou à Guilvinec était très très attendu, quoi. Et l'administration a hésité pendant quelques années entre effectivement ces deux pôles. C'est Guilvinec qui l'a emporté parce que à cette époque-là, la population
je ne sais pas, elle a pas doublé, mais peut-être quadruplé, et puis l'activité de pêche n'est pas ignorée des activités. Donc le quartier de Quimper est transféré à Guilvinec, le cul est abandonné définitivement, et on demande aux marins de changer leur immatriculation. Je crois qu'ils ont 2 ans pour le faire, à peu près, ou 1 an ou 2 pour le faire, et de changer, de passer du Q au GV. C'est ce qu'on voit ici sur un instant. Ici. Pourquoi GV, à votre avis? C'était G de Grandville. Alors Grandville, oui. G, c'est G de quoi? Oui, G c'était Grand. Alors, ouais, le G était pris. Ouais. Donc je pense que là, il y a eu... Bon, ça c'est une histoire qui serait à creuser aussi. Les Anglais avaient pris bien soin de faire attention entre Portsmouth et Falmouth ou Plymouth, d'avoir des lettres qui ne rentrent pas en conflit avec cette... Bref, il y a toute une histoire sur les initiales que je serais ravi de vous raconter. Donc moi je tiens un jour un petit tableur Excel comme ça, avec l'évolution des lettres par quartier maritime, et ça change assez régulièrement. Et donc Groix, effectivement, Groix depuis 1882, depuis la généralisation des quartiers maritimes, le G était la marque du quartier maritime des tonniers de l'île de Groix. C'est Henri Kérésic qui a dessiné cette planche-là pour un livre qui est sorti dans les années 80 pour l'écomusée de l'île de Groix, que je vais aller visiter à la fin du mois. Et donc, assez logiquement, on a dû demander à l'administration ici quelle était la 2e lettre qui viendrait qualifier Guilvinec. Ça aurait pu être GC, et finalement ça a été GV. Je montre une planche de dessin, je me suis permis, Fanche, de montrer des dessins à toi, qui datent de 1883, de ton diplôme aussi, où tu avais répertorié aussi à l'époque une petite palanquée de G, en prenant bien soin aussi de distinguer le G de Groix du G de Guilvinec, qui ne sont pas les mêmes. En haut, vous avez Douarnenez, vous l'avez reconnu, et puis ici, un quartier maritime extrêmement récent, puisqu'il date de 1945, donc après la Seconde Guerre mondiale, c'est Etel. Etel, qui n'en pouvait plus de porter le 1 de Auray, je pense. Alors, on fait un petit exercice pratique, et puis après je vous libère. En pratique, vous avez votre bateau qui est immatriculé Q2640, et on vous dit, on passe à GV. Comment est-ce qu'on procède exactement? Surtout s'il est gravé. Alors, essayez d'insérer un G dans un Q, ça va, ça se fait. Coup de bol, les lettres on partage en tout cas une silhouette qui est assez comparable. Sauf que là, il y a un vrai problème, c'est que si vous mettez le V à la même taille, vous allez taper dans la première lettre, et évidemment, vous ne pouvez pas décaler le reste, l'ordinateur sera inventé bien plus tard. Donc, il a fallu effectivement trouver une solution qui est maligne, qui est vraiment intelligente, je trouve, c'est de porter la seconde lettre en exposant. Et c'est ce qu'on observe sur les photographies, les quelques photographies qui justement montrent la période de transition des bateaux qui ont été immatriculés Q et qui ensuite sont immatriculés GV. Et donc on devine ici le volume de la queue du Q qui n'a pas disparu. Et même parfois, pour assumer le fait d'être passé en exposant, le V va être souligné de deux traits pour assumer encore une fois ce... Et c'est très net, hein, vous le voyez ici. Un autre GV, photo de Jacques de Tézac aussi. Et là, normalement, si vous avez été attentif, vous pourriez me dire d'où vient ce bateau. Où était le patron? Avec des chiffres comme ça. Regardez la finesse du 8, l'ouverture du 9, etc. C'est pas mal. Ça peut être que pas mal. Et du coup, moi, ça commence à me conforter dans l'idée, effectivement, qu'il y avait un style par zone. Oui, par zone, parce que maintenant j'arrive à reconnaître la provenance des bateaux, non pas à leur gréement, parce que j'y connais rien, non pas à la forme non plus de la coque, parce que je ne suis pas non plus suffisamment calé, mais j'arrive à les identifier, en tout cas à reconnaître la provenance en fonction des formes immatriculées sur les bateaux. Donc ça veut dire qu'il y avait une vraie pratique locale. Alors soit c'était l'œuvre d'un seul homme, et qui se faisait tous les bateaux, mais ça me paraît pas du tout
possible. Le nombre de mises à l'eau en 1900, c'est considérable. Ou alors, il y avait des pratiques, effectivement, des outils, le pochoir, des formes qui circulaient et qui permettaient aux uns et aux autres de pouvoir travailler à l'unisson, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est l'envie un peu collective de porter les mêmes marques, avec quelques différences notables, évidemment, sur le cadre, des petits ajustements, mais l'envie de faire flottiller. Et alors lui, Palme d'Or, je trouve que c'est quelque chose d'assez génial. On est en 1908, lui aussi a dû donc passer du Q au GV, et il a fait le même travail donc d'utiliser l'emplacement du Q pour le G et puis de placer le V en exposant, très bien. Sauf qu'il l'a fait en lui donnant une forme qui est une forme très particulière du G, qu'assez peu de gens connaissent, à moins d'avoir fait un peu d'études de typographie. C'est une forme donciale. La forme donciale, c'est une forme relativement hybride qui permet sur des siècles, même des millénaires, de passer du G majuscule de la gravure, de la capitale romaine jusqu'au G minuscule de la minuscule carolingienne, en passant donc par des formes hybrides qui sont ici expliquées par un grand théoricien et puis un grand calligraphe anglais, Eric Gill, et qui présentent effectivement des formes qui sont des formes hybrides entre la majuscule et la minuscule. Et ce G-là, donc qui commence comme une majuscule et qui finalement se termine comme une minuscule, c'est une ancienne. C'est pas bête du tout, parce que les Anglais ont un nom pour distinguer les deux formes de G. Vous savez que nous aussi on possède donc deux formes de G. Vous avez la forme en hameçon, ici, et puis la forme en boucle en queue bouclée. Donc on a deux formes typographiques, et ça aurait été assez beau, en tout cas ça aurait pu être une alternative assez crédible au quartier maritime de Guilvinec, de non pas avoir un G majuscule, mais un G un peu hybride. Ça aurait été une autre histoire. Vous avez encore 5 minutes ? Bon. Je profite de l'occasion pour faire un rapprochement ici. Le V tel qu'il a été dessiné, et puis je mets en face quelques planches de bordée qui ont été extraites par Henri Cavésite, sauvées des eaux sous le pont de Tréboul, d'un bateau construit dans les années 40. Immatriculé donc D plus Z. Le Z apparaît à Douarnenez en 1925 à peu près. C'est-à-dire que là aussi, je pense que l'administration a dû donner un tour de vis parce que D pouvait être confondu, je ne sais pas avec qui, avec D. Dunkerque c'est un peu loin, Dieppe c'est un peu loin aussi, et Dinan, mettons. Bref, en tout cas, tous les bateaux à ce moment-là possèdent une deuxième lettre. Je pense que Douarnenez on a surtout fait les frais parce qu'il a fallu distinguer Audierne et Auray, notamment, qui posent un vrai problème. Parce que là, ce sont des bateaux qui pêchent la même chose au même endroit. Donc, quand vous avez, notamment dans les zones de transit que sont le port de Palais à Belle-Île, où on a vu la première image à Port-Maria à Quiberon, les bateaux d'Auray et puis d'Audierne peuvent avoir la même immatriculation. Ce qui est quand même un peu problématique. Imaginez deux bagnoles qui roulent et qui se retrouvent sur le même parking avec la même plaque. Ça pose un vrai problème. Donc il a fallu rajouter un U pour Audierne, un Y pour Auray, et Douarnenez a récupéré un Z. Voilà. Personne n'en a voulu de ce Z. Il est honni par les douarnenistes, tout le monde le déteste, et on le voit presque dans la mise en forme. Je pense que le V n'a pas été beaucoup plus apprécié ici, c'est-à-dire une lettre dont on, là pour le coup, qui semble un peu subie et qui a été dessinée un peu par défaut. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un graphiste qui ensuite s'est saisi de ces formes-là, qui s'appelle Alain Le Kernec, un graphiste quimpérois que vous connaissez très certainement, qui a été très actif d'ailleurs pendant la période qui a animé l'exposition ici sur Plogoff. Et à deux époques très différentes, il a dessiné le logotype de la ville de Douarnenez. On est dans le tout début des années 90. Vous voyez qu'il prend bien soin de redessiner le Z. Autant il est très fidèle au relevé qu'il a pu faire chez Henri Cavésite du D historique, autant le Z, il l'a complètement redessiné. Et puis des années plus tard, Douarnenez abandonne ce logotype-là en 2008 à peu près. Voilà. Donc il a eu quand même une très belle existence. Et l'Office de tourisme, en 2014, l'Office de tourisme de Guilvinec, lui passe la commande, globalement, pour orner le nouvel... je ne sais plus quand est-ce qu'il a déménagé, il a été créé en 2013-2014. Et ça, c'était quelques éléments de l'identité visuelle de la ville de Douarnenez dans les années 90-2000. Voilà.
Pourquoi je vous montre ces signes-là qui sont devenus des logotypes? Et puis il faut savoir que Alain Le Carnec est aussi connu pour un troisième logo, peut-être, vous le connaissez? Vous devinez? Qu'est-ce qui vous plaît? Comment? Hein? Ah, il en manque un quand même. Il a fait le cul de Quimper aussi. Alors il l'a fait pour d'autres raisons. Il l'a fait sans le savoir. J'ai discuté avec lui au téléphone parce qu'il était amusé. C'est moi qui lui ai raconté l'histoire. Je lui ai dit, mais tu savais que le cul du quartier maritime de Quimper, c'était aussi du Dido comme ça? Il m'a dit, ah non, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Donc là, c'est un logotype en fait qui avait été dessiné pour, je ne sais plus si c'était le centenaire. Tricentenaire, merci. De la faïencerie à Quimper. Et finalement, le logotype a été tellement plébiscité qu'il s'est instauré finalement comme logo de ville. Donc finalement, vous voyez un peu par les hasards et puis à des époques différentes que un même graphiste a pu avoir presque 3 fois la même commande, ou en tout cas la même provenance. Qu'est-ce que ça dit en fait? Moi je pense que ce qu'il faut y voir surtout, c'est que ces initiales-là qui ont été ornées dans chacun des ports, finalement c'était des logotypes avant l'heure. Il faut les imaginer comme étant des lettrines. C'est un exercice qu'on connaissait très bien au 19e et qu'on appelait, et même bien avant, qu'on appelait le monogramme par exemple. Beaucoup de gens avaient des monogrammes. Et puis, c'est ce qui a remplacé un peu l'héraldique. Vous savez qu'à la Révolution française, on a évacué l'héraldique un peu sommairement, un peu sans procès, en pensant que l'héraldique était l'apanage de la noblesse. Pas du tout. L'héraldique était aussi pour désigner un coiffeur, un tailleur, un boucher, un boulanger. Donc l'héraldique s'est fait la malle et a été remplacée par la nomenclature, en fait. A été remplacée par ces signes-là et par ces numéros. Et moi je trouve que ces formes-là, en tout cas la qualité qui ont été données par les marins à ces formes-là, ça a été, je pense, de s'approprier effectivement une obligation et puis d'en faire un logotype, un signe, un système de signes dont on soit fier le plus possible. On me dirait, et Audierne dans tout ça? Audierne aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Audierne? Audierne en a fait son logo aussi, mais c'est pas pour ça qu'il est le plus connu. C'est devenu, évidemment, la tétière d'Arvag, dessinée par Bernard Caloret en 1978. Eh bien écoutez, moi je m'arrête là, si vous voulez. J'ai encore plein de choses à vous dire. Je vais juste vous montrer une toute petite dernière image. Ça, ce sont les pistes à suivre, c'est-à-dire plutôt la provenance et puis les influences possibles. Et vous voyez qu'il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que la nomenclature ne s'est pas appliquée qu'au bateau, mais à la même époque à peu près, et on demande à peu près sur le même ton aussi aux Français d'inscrire des numéros sur leur porte-maison. Et c'est pas pour faire joli, hein, c'est pour payer l'impôt. On parlait tout à l'heure de l'œil d'Horus, effectivement. Et vous voyez que peuvent cohabiter dans la même immatriculation des signes, effectivement, des signes vraiment clairement catholiques en tout cas, et puis des choses plus triviales peut-être, un trèfle, un cœur, quelque chose comme ça. Donc je vais aussi certainement descendre du côté des côtes du Portugal. Mais ce qui m'intéresse le plus, alors voilà, la seule photo d'un... C'est assez étonnant d'ailleurs que le graveur n'ait jamais été photographié, alors que les Bretons ont été photographiés absolument sous toute leur couture aux alentours de 1900. Une scène représentant un marin en train de graver, j'en ai trouvé qu'une. Coup de bol, et voilà ce qu'on en voit. C'est-à-dire pas grand-chose, si ce n'est que ce monsieur est droitier. Manifestement, c'est un marin, il porte le béret, c'est pas un professionnel de la lettre, c'est pas un autre corps de métier qui est venu orner. Et puis j'ai reproduit avec un sculpteur, je lui ai demandé de refaire le geste, et il me dit effectivement, il arrive à savoir avec quel type d'outil, quel type de gouge il faut pour avoir cette pression, de pouvoir la placer entre le pouce et l'index, etc. Bon. C'est un peu maigre hein, comme travail. Et voilà, je voulais vous parler de la méthode expérimentale, puisque dans mes recherches, je ne fais pas que cette collecte iconographique, et je fais aussi beaucoup d'entretiens, et puis il y a un volet pratique qui accompagne et qui va, j'espère, continuer d'accompagner cette thèse. Et ce genre de rencontres, en tout cas ce genre de temps que j'ai la chance de pouvoir partager avec vous, font partie aussi de ce programme-là, c'est-à-dire de partager et puis d'expérimenter pour comprendre avec d'autres façons. Donc là, ici, vous savez que les fêtes maritimes commencent à Douarnenez demain. Oui, demain.
Et un des clous du spectacle, ça va être la mise à l'eau d'un canot qui s'appelle le D21, qui a maintenant même un nom de baptême qui s'appelle Joséphine, et qui sera mis à l'eau pendant les fêtes maritimes. Et étant donné que j'ai commencé à sympathiser avec l'équipe de l'association Trésor qui a construit ce canot pendant 2 ans, on m'a demandé à la fin de venir pour imaginer l'immatriculation. Donc voilà quelques photos, quelques étapes. Voilà, je déflore un peu la surprise de ce week-end. Mais Joséphine, le canot D21 sera mis à l'eau et va pouvoir naviguer en grande pompe à Douarnenez pendant les fêtes. Et je suis très content d'avoir pu travailler avec un sculpteur, charpentier sculpteur, qui m'a aidé à dessiner ces chiffres, en tout cas à les placer et puis à les graver. Merci.